fais cette vidéo pour m'adresser à papa Laurent Gbagbo. Le vieux, moi, en vrai dire, si j'étais à ta place là, mon retour de la CPI là, voilà, je n'allais plus faire de la politique. J'allais m'asseoir tranquillement, comme Nestor Mandela, personnel. Le vieux, aujourd'hui, moi, je suis un peu mal placé. J'ai honte au fait de te voir aujourd'hui en train de lutter encore place dans cette histoire de politique, le vieux. Tu es parti à la CPI, tu es revenu, le vieux. Quand tu partais à la CPI là, c'est lui qui t'a envoyé à la CPI là. Quand tu partais là, tu as vu de la manière la Côte d'Ivoire était, non? Mais lorsque tu es revenu là, est-ce que tu as vu les mises à jour qu'ils ont fait dans le pays? Aujourd'hui, le pays avance. Nous, la jeunesse aujourd'hui là, on s'est adapté à autre système. Chacun se bat aujourd'hui pour pouvoir avoir un peu, pour essuyer les larmes de nos mamans, de nos parents en général. Le vieux, cette histoire où vous voulez forcément, nous là, nous la jeunesse là, vous voulez nous rendre des cobayes là. Nous là, on est fatigués de ça, le vieux. On n'a plus tant de ça. Parce que ce qui s'est passé en 2002 là, si vous avez oublié là, nous on se rappelle de ça. Ce qui s'est passé en 2010 là, 2011 là, si vous avez oublié là, nous la jeunesse ivoirienne, on se rappelle de ça. Même en 2020 ici, ce qui s'est passé là, nous on se rappelle de ça. À cause de qui? Vous les politiciens. Jean, vous là, vous oubliez vite quoi. Vous êtes sorciers, vous oubliez vite. Mais n'oubliez pas aussi que nous les parents des victimes là, on n'oublie pas, hein, on a perdu nos mamans dans cette histoire de crise post-électorale là. On a perdu nos papas, on a perdu des frères, des mères sont devenues des veuves, des enfants sont devenus des orphelins à cause de vous les politiciens. Vous allez venir vous asseoir pour dire non que la jeunesse. Nous la jeunesse aujourd'hui là, si c'est pour la politique là, on n'est plus prêt. Hein? Parce que la force qu'on a aujourd'hui là, on préfère prendre cette force là pour aller se battre, pour défendre nous-mêmes nos propres familles. Parce qu'on s'est trop donné pour vous. Vous avez trop tué la jeunesse ivoirienne. Arrivé à un moment donné, il faut que nous-mêmes on se réveille. Monsieur Laurent Gbagbo, papa, moi je ne te manque pas de respect, je ne suis pas dans affaire de politique, je n'ai pas de parti politique, je ne suis pas RHDP. Mais le vieux, il faut arrêter d'écouter ceux qui sont aux alentours de toi, papa. Aujourd'hui là, tu devais t'asseoir et puis donner des idées même au président Alassane Ouattara pour que le pays là soit bien propre. Le fait de venir t'asseoir pour lutter place de politique là, moi je ne suis pas d'accord avec. Toi, jeune, tu as regardé cette vidéo-là. Il faut partager la vidéo et puis abonne-toi à ma page. Hein. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on a tout compris. Oh. Vous allez nous tuer. 2 ans, 1 an après, vous allez venir vous asseoir pour vous réconcilier. Maintenant, et ces personnes qui sont mortes, nos parents qui sont morts là, ils sont où? Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. La jeunesse ivoirienne, on est hier et maintenant, on voit clair. On s'en fout de la politique. On préfère chercher notre argent. Parce que depuis 2010, nous avons inséré la biométrie dans notre système électoral. Voilà pourquoi quand j'entends des gens dire il y a 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui ont le même nom. Ah, parce qu'on est dans l'élection aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça se fait en Afrique ici. Moi, quand j'étais procureur à Bouaké, il y avait un gendarme qui était à 7 ans de la retraite, mais il ne pouvait plus sauter le caniveau. Il était atteint par la limite d'âge réel. La nature l'avait rattrapé. Il ne pouvait pas. Est-ce que c'est pas courant? Ou bien, dans nos familles, il y a des gens qui utilisent 2 ou 3 personnes qui utilisent les mêmes extraits de naissance. Mais c'est pour cette raison que vous allez trouver des gens qui ont le même nom, le même lieu de naissance, la même date de naissance, les mêmes parents. Mais comme on a la biométrie qui est rentrée, ils ont les empreintes digitales différentes. Donc nous, on les prend en compte. Parce que ce n'est pas l'état civil que nous faisons. Nous, c'est une liste électorale que nous établissons. Je le répète encore. Ce n'est pas un état civil que nous établissons, c'est une liste électorale que nous établissons. Donc ce sont des réalités qui existent. Alors quand les gens arrivent comme ça, ils n'utilisent pas ces tablettes-là. Alors c'est pour cette raison que nous avons mis un point d'honneur à mettre les tablettes à la disposition des gens. Et voyez-vous, on dit oui, il y a des gens qui ont une filiation insuffisante, qui n'ont pas de filiation. Mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent exister légalement. Je ne le justifie pas, mais c'est des choses qui peuvent exister légalement. Nous, on attend l'occasion de notre séminaire, de notre atelier, pour expliquer tout ça aux partis politiques. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir connaissance de personnes dont le père ne l'a pas reconnu.
Mais quand votre papa ne vous a pas reconnu, vous ne portez pas le nom de votre papa. À la place du nom de votre papa, c'est mis néant. Ou bien père inconnu, ou bien père non déclaré, et l'enfant porte le nom de sa maman. Est-ce que c'est illégal? C'est la loi qui le dit. Il y a l'hypothèse des enfants trouvés, des enfants qu'on trouve, et c'est l'officier de l'État, celui qui se charge de leur donner le nom. Mais comme c'est élection, et oui, on a trouvé des gens sans papa. Mais est-ce que pour aller voter, on a besoin d'avoir son papa? Mais dès qu'on vous a identifié, c'est tout. Mais bien sûr, il y a l'hypothèse des gens dont l'affiliation est insuffisante, mais dont on va parler, dont on va trouver solution. Mais n'oublions pas, ne faisons pas de la liste électorale un document qui est si faux que ça ne peut pas servir. Non. Il y a peut-être des irrégularités ou bien des supposées irrégularités, mais on aura l'occasion d'en parler quand on va faire les choses. Mais il ne faut pas jeter l'anathème. Et c'est justement pour parer à de telles éventualités que nous avons les tablettes. Et nous avons renforcé le nombre de tablettes, les batteries, tout le matériel entourant, accompagnant les tablettes sur les lieux de vote pour qu'on puisse se parer à des éventualités de doublons, de ceci et de cela. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous célébrons l'exercice cognitif que nous appelons simplement le festin intellectuel. Et comme nous aimons à le faire, 1000 paroles ne valent pas une seule bonne preuve. Il est donc toujours mieux de convaincre que de chercher à vaincre. Et méthodiquement, mais avec rigueur, nous essayons d'apporter la preuve de tout ce qui est dit, mais surtout de déconstruire les mensonges de l'opposition. Les méfaits de cette même opposition-là, il faudrait que nous puissions les mettre à jour et à la disposition de tous. C'est pourquoi vous verrez dans l'édition de ce jour, je vais me focaliser beaucoup sur le braqueur ambulant Laurent Gbagbo. Le braqueur avéré et reconnu par la justice et régulièrement condamné devant les instances juridiques de la République de la Côte d'Ivoire. Et vous remarquerez pratiquement toute cette semaine-là, je vais prendre chaque détail comme la SAFE, c'est-à-dire la sentinelle antifraude, comme les déclarations de Laurent Gbagbo, et essayer de vous exposer toutes les failles, de sorte que l'histoire se souvienne qu'il y a eu des gens qui ont prêté attention aux détails pour mettre à nu un vieil homme qui a voulu utiliser le mensonge, la fourberie, la tromperie et qui n'a jamais eu la sagesse de savoir que laver son nom commence d'abord par dire la vérité quand on a plus de 78 ans. C'est vraiment très important parce que demain, cela va servir de support à ceux qui seront après nous pour essayer de mesurer la vérité historique. Contentieux sur sa radiation de la liste électorale. Gbagbo a encore menti aux Ivoiriens. Dans sa requête pour sa réinscription sur la liste électorale, Laurent Gbagbo en minuscule a encore menti aux Ivoiriens. Au cours d'un point de presse tenu le 8 juin 2023, à la suite du dépôt de sa réclamation en vue de son inscription sur la liste électorale, le Laurent Gbagbo déclarait qu'il n'a pas été jugé comme un ancien chef d'État. Mieux, il a indiqué à la presse, sans sourciller, qu'il ne sait pas pourquoi il a été jugé. Personne ne m'a convoqué, parce que pour qu'il y ait procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation là où il réside. Or, tout le monde entier, tout l'univers sait où je résidais au moment du procès. J'étais à la CPI, la Ch'tine. L'Avenir a enquêté et est en mesure d'apporter des éléments probants qui balaient ces gros mensonges. Petit 1. Au commencement était l'article 54. Relativement à la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution nationale
ou d'anciens membres du gouvernement qui prévoit une procédure spéciale de poursuite de l'ancien président de la République, de l'ancien chef ou président d'institution nationale et de l'ancien membre du gouvernement pour les crimes ou délits commis par ces derniers. Il convient de savoir ceci. L'article 54 de la même loi précise que les mesures spéciales ainsi prévues ne s'appliquent pas du tout et ne s'appliquent pas pour la poursuite des infractions par eux commis à l'occasion des élections. Dans un tel cas, la poursuite est initiée et suivie conformément aux dispositions du Code électoral, du Code pénal et du Code de procédure pénale. Chers tous, mettons les cœurs, sinon si ça se coupe, on va arrêter le direct. Je ne peux pas être en train de lire, de mettre les cœurs. Chers tous, chacun priez de faire quand même un sacrifice. Sinon, à défaut, si l'émission ne peut pas être aussi utile, si elle arrive à se couper, on allait arrêter comme ça. Or, Laurent Gbagbo et ses complices ont tous été arrêtés suite à leur refus de quitter le pouvoir après avoir perdu dans les urnes au second tour de la présidentielle de novembre 2010. Comme on peut le voir, nous sommes donc dans un contexte électoral, contrairement aux allégations du Laurent Gbagbo. Et personne dans l'univers ne peut le nier. Ils ont donc été conformément aux dispositions de l'article 54 et à celles des codes électoraux, pénaux et de procédure pénale. Deuxième point, non-convocation du Laurent Gbagbo devant les juridictions pénales. Ce n'est que du pipeau. Laurent Gbagbo prétend qu'il n'a reçu aucune convocation, alors que toute la planète Terre savait où il était pendant son procès à Abidjan. Sur ce point, il convient de rappeler que le dossier suivi contre Laurent Gbagbo et 10 autres personnes a été ouvert sur réquisition écrite du procureur de la République le 16 juin 2011. Au cours de l'information judiciaire ouverte à cet effet, les inculpés ont tous été assistés ou représentés par des avocats. S'agissant de Laurent Gbagbo, ses conseils étaient présents au cours de cette étape de la procédure. Il s'agit de Maître Martin Blais, avocat à la Cour, Maître Bobré Félix, Maître Jean-Serge Bougnon, avocat à la Cour, le cabinet d'avocats Dako et Gueux, Maître Likanyene Marie-Agathe Barouan Dio, quelque chose pour terminer, voilà, Dio Amenga, voilà. Au terme de cette information judiciaire, le prévenu Laurent Gbagbo et les 10 autres inculpés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés. À la fin, des convocations ont été adressées par exploit de commissaires de justice aux prévenus ou à leurs conseils respectifs. En ce qui concerne Laurent Gbagbo, les citations à comparaître ont été régulièrement remises à ses conseils, Maître Bobré Félix et Rodrigue Dadje, sans que ces derniers n'aient refuté leur constitution en faveur du prévenu. À la date prévue pour l'audience, le 18 janvier 2018, tous les prévenus ont comparu, à l'exception de Laurent Gbagbo et de Justin Koné-Katina. Les conseils de Laurent Gbagbo, auxquels s'est ajouté Maître Claude Maintenon, ont également comparu et ont fait valoir les moyens de défense. Troisième point, une décision rendue par défaut.
À ce niveau, il convient de révéler que le Code de procédure pénale prévoit que lorsque la convocation n'a pu être remise à la personne du prévenu et que celui-ci n'a pas comparu en personne, la décision du tribunal est rendue par défaut. Aussi, le tribunal a-t-il par défaut déclaré Laurent Gbagbo et Katina coupables et a prononcé à leur encontre les peines prévues par la loi. Les autres prévenus ont été condamnés par jugement contradictoire. Le 26 janvier 2018, Maître Bobré a, conformément à la loi, formé opposition de ce jugement de défaut. Il ressort de nos investigations qu'une convocation a été adressée au prévenu Laurent Gbagbo par l'entremise de son conseil, Maître Bobré. Celui-ci n'a élevé aucune contestation quant à sa constitution pour soigner les intérêts du prévenu. Au jour fixé pour l'audience, le 29 octobre 2019, Gbagbo n'a comparu ni en personne, ni personne pour lui. Aussi, conformément à la loi, le tribunal a-t-il rendu un jugement itératif, défaut déclarant non avenu l'opposition formée de la première décision et restituant son plein et entier effet à la condamnation prononcée. Ce jugement d'itératif défaut a été notifié à son domicile connu, 6 à Cocody Rivera, et à son conseil, Maître Maintenon, le 17 novembre 2019. Quatrième mensonge à révéler au grand jour de Laurent Gbagbo. Une notification bel et bien signifiée à Laurent Gbagbo. Il convient de révéler qu'au terme du Code de procédure pénale, les notifications, qu'il s'agisse de convocation ou de la signification d'une décision de justice, peuvent être faites au domicile réel ou élu du concerné. Le domicile réel est le lieu où la personne intéressée a choisi de vivre de façon permanente. Quant au domicile élu, il est celui choisi pour les besoins d'une procédure, comme notamment le cabinet de l'avocat défendant les intérêts de la personne. C'est lorsque la personne visée par l'acte est sans domicile ou résidence connue que la loi autorise la signification au parquet, c'est-à-dire au procureur de la République. Laurent Gbagbo ayant un domicile réel et un domicile élu connu de tous, c'est donc conformément à la loi que les différents actes de procédure le concernant ont été signifiés à ces différents conseils. Il ne peut donc légalement prétendre ne pas avoir été convoqué et avoir été jugé à son insu. Au regard de ces explications, avec les éléments précis, Laurent Gbagbo en minuscule a encore menti aux Ivoiriens. Il a été associé via son conseil à toutes les procédures. Le nier, c'est insulter l'intelligence collective parce que les faits et les dates sont là pour l'attester. Ça a été tiré de l'avenir.ci. Et comme je le disais, c'est vraiment important qu'on puisse restituer tous les faits dans les détails et mettre quiconque au défi de venir dire que ce qui est dit est faux. Et on mettra les documents à la disposition de tous. Parce que voyez-vous, quand on fait la politique et qu'on choisit pour stratégie politique le mensonge, on ne va pas loin en politique. Parce qu'avec Internet aujourd'hui, avec aujourd'hui l'ère du verseau, on arrive à mettre tout dehors pour que les gens sachent ce qui est vrai du faux. Et donc, regardez de façon méthodique un vieil homme de 78 ans qui ne fait que aligner des mensonges sur sa propre vie, mais en même temps qui dit qu'il veut laver son nom. Mais tu ne peux pas te laver et tu ne peux pas laver ton nom avec le mensonge. À un moment, même si
on n'a pas la dignité humaine qu'il faut, il faut au moins avoir honte de ses descendants pour ne pas que demain, comme on le fait à ce moment-là, qu'on vienne prendre tes propos et te dire que tu es un menteur, c'est-à-dire un indigne. C'est vraiment très important. Et cela va servir aussi à l'histoire pour que les uns et les autres sachent que tout ce qui est dit, à la lumière de la vérité, on voit les limites de chaque affirmation. Et donc, si quelqu'un venait à vous distraire, prenez ces différentes propositions argumentatives pour lui dire, est-ce que ce qui est là, c'est faux ou c'est vrai? Parce que ce que moi j'ai dit là, je parle, j'ai les preuves, j'ai les dates, les personnes sont encore vivantes, qu'elles viennent contester, on a les documents qu'on va présenter. Voilà, c'est tout. On ne discute pas beaucoup. On met toutes les preuves à la disposition de tout le monde. Si Laurent Gbagbo dit c'est faux là, on met toutes les décisions en ligne. Sujet numéro 2. Braquage de la BCEAO. Les faits qui enfoncent le Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo en minuscule, au terme du procès relatif au braquage de la BCEAO, a été régulièrement condamné à 20 années de prison, malgré l'évidence des faits qui se sont déroulés au vu et au su de tout le monde. Le Laurent Gbagbo clame qu'il n'a jamais braqué cette banque. Et pourtant, les faits qui engagent sa responsabilité dans cette affaire sont légion. Le boulanger est de retour en Côte d'Ivoire avec sa légendaire farine. Le Laurent Gbagbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, continue d'enchaîner les actes et déclarations pour se poser en victime expiatoire d'un complot qui l'a amené à la CPI, pour lequel il a été blanchi et ramené en héros en Côte d'Ivoire. Voici donc les faits sur lesquels se fonde l'ancien prisonnier, mais toujours criminel endurci, aux mains pleines de sang, pour clamer urbi orbi son innocence dans la commission des crimes de la crise post-électorale. Le 8 juin 2023, dans la conférence de presse qui a suivi sa réclamation, suite à sa radiation de la liste électorale, il a encore poussé loin, et même très loin, le bouchon de l'outrecuidance en politique en diabolisant les institutions judiciaires de son pays. Plus grave, le criminel impénitent clame son innocence dans le procès du braquage de la BCEAO pour lequel il a été condamné et qui a été la raison de sa radiation logique de la liste électorale. On n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé, parce que j'aurais braqué la BCEAO. Je réfute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune honte dans mon casier judiciaire à expliquer le criminel endurci Laurent Gbagbo. Au dire de telles choses tend à travestir gravement l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, dont nous sommes encore des témoins oculaires. Henri Dakouri Tablé, le complice de Dakar, chassé de son poste de gouverneur. Pour rappel, après le second tour de la présidentielle de novembre 2010, l'UEMOA, à l'instar de toutes les institutions régionales et internationales, avait reconnu le président Alassane Ouattara comme le président élu de la République de la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, au terme d'un conseil des ministres tenu le 23 décembre 2010, l'UEMOA avait reconnu le président Alassane Ouattara comme signataire des comptes de la Côte d'Ivoire dans les livres comptables de la BCEAO. Malgré cette décision, l'ancien gouverneur Henri Dakouri Tablé, aujourd'hui figure de proue du nouveau parti du Laurent Gbagbo, avait continué d'autoriser les décaissements en faveur du régime illégitime et illégal
de Laurent le criminel. Ce sont donc entre 60 et 100 milliards qui ont été frauduleusement soustraits des caisses de la BCEAO en faveur de Laurent Gbagbo avec la complicité de l'ancien gouverneur. Cette situation va entraîner la convocation d'une autre réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA le 22 janvier 2011 à Bamako. Henri Dakouri Tablé sera évincé de son poste de gouverneur au profit d'un intérimaire. Quelques jours après, soit le 26 janvier 2011, asphyxié économiquement, Laurent le criminel endurci ordonne une réquisition de toutes les agences de la BCEAO sur le territoire ivoirien. Dans les jours qui ont suivi, son ministre du budget, Justin Koné-Katina, à la tête d'hommes puissamment armés, fait irruption à l'agence nationale et ordonne le forçage de tous les systèmes pour pomper plusieurs milliards au mépris de la décision de fermeture de l'instance suprême de direction de la banque. Petit 2. Le communiqué de la BCEAO qui enfonce gravement Laurent Gbagbo. Ce 26 janvier, le siège de Dakar produit un communiqué pour protester vigoureusement contre cette mesure de réquisition. La BCEAO proteste vigoureusement contre cette décision de réquisition, ainsi que celle de nomination d'un directeur national, prise en violation flagrante des engagements internationaux pris par l'État de Côte d'Ivoire en particulier à travers le traité de l'UEMOA. Le gouverneur par intérim de la BCEAO informe le système bancaire et les agents économiques que les dispositions sont en cours pour qu'en accord avec le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le conseil des ministres de l'Union en relation avec le président Alassane Ouattara, les réponses appropriées soient apportées dans les meilleurs délais à cette situation sans précédent dans l'Union. Pour l'heure, toutes les agences de la BCEAO installées sur le territoire de la Côte d'Ivoire sont fermées jusqu'à nouvel ordre, indique ce communiqué qui a été signé le 26 janvier 2011 par le gouverneur par intérim, M. Jean-Baptiste Compaoré. Voici donc ainsi retracé le film de ce braquage de Laurent Gbagbo. Pourtant, il veut le réfuter. D'où vient-il que Laurent Gbagbo, le criminel braqueur, dise aujourd'hui aux Ivoiriens qu'il n'a jamais braqué la BCEAO, alors que depuis le 23 décembre 2010, la BCEAO ne reconnaît plus la signature de Laurent Gbagbo. On le sait, la Côte d'Ivoire a la responsabilité de la sécurisation de toutes les agences situées sur son territoire. Laurent le criminel braqueur avait ordonné à ses hommes, munis d'armes, de forcer les accès des comptes et d'ouvrir les caisses pour se servir, alors que la banque était fermée. Ceci n'a d'autre nom que le braquage. C'est un braquage en bonne et due forme. La Côte d'Ivoire, qui a donc la responsabilité de la sécurisation de ces banques, a donc décidé de juger et de condamner les auteurs de ce braquage dont fait partie le Laurent Gbagbo. Ni plus, ni moins. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Je ne sais pas si les gens comprennent le travail qu'on est en train de faire. C'est un travail de restitution de la mémoire historique. En français, SEM, ça veut dire ce qu'on est en train de vous donner là. Tout ce qu'on est en train de vous dire, on vous donne les noms, on vous donne les jours, on vous donne les lieux, on vous donne les informations. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui là, si vous êtes dans un débat là, prenez ça, donnez ça au gov. Ils n'ont qu'à dire seulement que c'est faux. S'ils disent c'est faux là, c'est que le débat est fini. Ça veut dire que ils ne sont pas du tout sérieux. Mais il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut réfuter ce qu'on vient de dire.
Parce que ça s'est passé devant tout le monde. Tout le monde sait. Laurent Gbagbo était criminel de grand acabit, un dangereux criminel aux mains pleines de sang, qui n'a ni honte du crime et qui n'a ni honte du mensonge. Et si on fait ce travail-là pour faire ressortir tous ces détails, pour les mettre à la disposition des uns et des autres, c'est pour leur dire que le mensonge, là, ça ne va plus prospérer. Sinon, on aurait pu garder tout ça pour nous-mêmes. Mais comme ils sont là, c'est eux qui disent, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout ce qui est vrai, là, on va mettre dehors. Et tout ce que vous dites qui n'est pas vrai, là, on va mettre aussi dehors. Et puis tout le monde va voir la vérité. Venez nous dire que le 23 janvier, pardon, le 26 janvier 2011, la BCEAO n'a pas condamné le régime illégitime, illégal, honteux, scabreux de Laurent Gbagbo. Venez nous dire qu'ils n'ont pas été condamnés. Venez nous dire quelqu'un qui prend des militaires puissamment armés. C'est quoi un braquage? Si le roi du printemps, si Mettez la tous, si Habib Koulibaly, si l'éclaireur pro-vérité, si Sundiata le conquérant, on prend des armes, on va devant une banque, et puis maintenant, on s'en va là-bas et puis on dit ouvrez votre coffre-fort. Comme ce que vous voyez dans les films là, comment on appelle ça? Braquage. Or, c'est exactement la même chose que Laurent Gbagbo a ordonné en disant à Kone Katina de prendre des hommes puissamment armés, d'aller au siège de la BCEAO et de forcer sous la menace des armes. Et ils ont pris plus de 100 milliards de francs CFA. Quand ils ont pris l'argent là, ils disent qu'ils ont payé les fonctionnaires. Mais au même moment, Alassane Ouattara a payé les arriérés des fonctionnaires. De la même période. Donc en réalité, l'argent n'a jamais servi à payer qui que ce soit. Souvenez-vous de la première fois où le président Ouattara a payé les fonctionnaires. Il a rappelé les gens et ça a été du main à main pour voir qui est là, qui n'est pas là. Ceux qui se souviennent se souviendront. Mais s'ils avaient reçu là, vous pensez que le président Ouattara est bête pour ne pas savoir qu'ils avaient reçu leur argent? Vous pensez qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour pouvoir garder cette somme-là? Pourquoi tu vas payer un fonctionnaire 2 fois? Et donc, nous sommes encore vivants. Les menus-fretins, les nénuphars du PDCI, du FPI, qui veulent juste s'improviser historiens, alors que vous êtes des histrions. Un histrion, c'est un bouffon de cirque, pour simplifier les choses. On ne va plus s'amuser avec vous. De façon méthodique, mais de façon responsable, on va vous étaler et montrer ce que vous avez fait à la face du monde. Et moi, je serai l'homme le plus heureux. Que je trouve un seul garçon sur cette terre-là pour venir dire ce que tu as dit là. Il y a une seule erreur dedans. D'ailleurs, même si on trouve un gars qui arrive simplement à venir dire ce que tu as dit là, il y a erreur dedans là. Je te donne $100 par erreur. $100 par erreur. Mais si vous êtes aussi suffisamment garçon là, invitez-moi sur n'importe quel plateau. Je vais aller démontrer cela. La vérité, quand elle vient, elle n'a pas besoin de muscles. Ce n'est pas moi qui ai inventé les faits. Mais pouvoir rétablir les faits et les dire là, nous les hommes intelligents, qui avons de la dignité et qui avons un nom qui est déjà propre, et qui n'avons pas un nom sale, aussi sale que celui de Laurent Gbagbo, nous on va dire la vérité aux gens sans regarder les yeux de quelqu'un. La première fois que Ouattara a payé les fonctionnaires, il a payé les fonctionnaires comment? Il y a quel fonctionnaire en cette période qui allait à la banque pour dire bon, je suis venu prendre mon argent? Ça a été du main à main. Donc Ouattara, là, lui, n'avait pas son cerveau. Lui, il va prendre l'argent, payer les fonctionnaires pour les mêmes mois 2 fois. Quand même. Même quand on veut mentir là, il faut toi-même chercher à regarder son propre mensonge et puis voir ce qui est bien dedans. Parce qu'à la fin, tu deviens ridicule là. Tu es un voleur. Laurent Gbagbo, tu n'as rien à envier aux braqueurs qui sont sur nos routes. Tu n'as rien à envier aux braqueurs qui vont en pleine journée braquer les banques. Ça, tu ne pourras jamais laver ton nom parce que les faits sont déjà ce qu'ils sont. Si toi, tu n'as pas eu honte de faire ce braquage, si tu n'as pas eu honte de tuer les Ivoiriens, si toi et ta femme Simone Veil Gbagbo, vous n'avez pas eu honte de faire violer nos mères et d'en faire l'apologie,
Aujourd'hui, on va rappeler ça 1001 fois. Et on va demander à la justice d'être très ferme avec vous. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte, on ne peut jamais laver son nom. Sujet numéro 3. La Cour africaine, c'est ce que je vous ai dit. C'est un travail de mémoire. Pour ceux qui comprennent l'exercice qu'on est en train de faire là. Je suis en train de déconstruire tout ce qui a été dit comme mensonge. Depuis les premières vidéos jusqu'à maintenant. On a invité les jeunes gens à ne pas suivre des suicidaires et des menteurs. Deuxième vidéo, le monsieur est sorti. On a vu des gens sans papa. Mais si mon papa ne me reconnaît pas, je fais comment? Je dois continuer à vivre. Donc là, sur mon extrait de naissance là, on va mettre père non déclaré. Ou bien ce que vous voudrez. Après, on est venu méthodiquement. On est en train de déconstruire les mensonges qu'il a dit. Que lui n'a pas été invité. Deuxième chose, comment le braquage s'est passé. On vous a expliqué. Troisième fois, aujourd'hui, c'est sur la Cour africaine de l'homme. La Cour africaine, comme si on dit la Cour africaine de l'homme, là, c'est les 54 États africains. Alors qu'il n'y a rien dedans, c'est du Flactus Voxis. Il y a 54 pays en Afrique. Si 6 pays se sentent mieux là-dedans, 54 sur 6, allez demander à un enfant ou à quelqu'un qui allait faire un examen ou qui allait faire un concours, on lui dit, bon, tu as 6 sur 54. Mettez ça sur l'échelle du mérite. Ça s'appelle simplement médiocrité. Si tu as eu 6 sur 54, ta note là, c'est 6 sur 54 là. C'est le signe absolu de la médiocrité. Voilà une cour qui dit représenter l'Afrique dans son entièreté. Mais sur les 54 pays de l'Afrique là, c'est seulement 6. Et comme l'homme n'a rien à faire, il prend des décisions qui sont en totale contradiction avec les lois internes de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la loi fondamentale, la Constitution, pour essayer de distraire les esprits qui veulent se distraire eux-mêmes. Parce qu'à la vérité, comme disait le grand maître Machiavel, dans la nature humaine, on trouvera de tout. Si tu t'habitues à être un menteur, tu vas trouver des gens qui veulent que tu leur donnes ce mensonge-là parce qu'ils en ont besoin. Si tu veux gouverner les gens, tu vas trouver des gens qui veulent être gouvernés. Si vous les gars, vous voulez être manipulés par le mensonge-là, nous autres là, nous allons vous désenvoûter de votre mensonge. Et donc parlons de leur soi-disant Cour africaine des droits de l'homme. 24 États sur 30 claquent la porte. Le Laurent Gbagbo, ce criminel braqueur endurci aux mains pleines de sang, veut s'agripper à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors que sur 30 pays, 24 pays ont claqué la porte à cette cour. La question que l'on serait tenté de se poser est la suivante. Que vaut encore une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Lors de sa conférence de presse, le criminel endurci, Laurent Gbagbo, est revenu sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, laquelle avait demandé de l'inscrire sur la liste électorale pour les élections présidentielles de 2020. Il faut rappeler que le gouvernement ivoirien avait décidé, le mardi 28 avril 2020, de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis le 25 avril 2020, bien avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme par le conseil de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire s'était déjà retirée du protocole. Ça veut dire qu'en français simple. Laurent Gbagbo dit que lui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Or, bien avant qu'il ne saisisse cette cour-là, bien avant le 28 avril 2020, la Côte d'Ivoire s'était déjà retirée de cette institution. Une institution de laquelle on s'est retiré là. Si toi tu vas te plaindre là-bas, là, ça ne nous concerne pas. Certes, pour être définitif, faut-il le reconnaître, le processus de retrait prend 1 an. Mais dans le principe, le gouvernement ivoirien avait décidé de ne plus appliquer aucune mesure provenant de cette cour qui, rappelons-le, avait pris une décision politique relative à l'abandon des poursuites pénales contre
Soro Guillaume, condamné lui aussi à 20 ans de prison. Par ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'était prononcée sur la forme et avait pris une mesure provisoire. Non seulement Laurent le criminel braqueur n'a pas figuré sur la liste électorale pour les élections de 2020, mais également pour les législatives de 2021. Cela ne lui a pourtant pas causé de soucis. Ce n'est qu'en 2023 que le criminel endurci de Laurent Gbagbo se souvient subitement de la décision de cette cour dont la Côte d'Ivoire ne fait plus partie et qui n'a jamais rendu de décision définitive concernant sa situation. La décision sur laquelle Laurent Gbagbo s'accroche là, il n'a qu'à apporter un document qui dit voilà la décision définitive de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une décision provisoire qu'ils ont eu à prendre. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas du tout sérieux. La Cour a pris une décision. Mais une décision provisoire et une décision définitive, là, il y a une grande différence. Si Laurent Gbagbo a duré en prison, et puis les gens tournaient avec lui, là, jusqu'à ce que les 3 avocats viennent lui dire qu'il y a insuffisance de preuves, là, ça c'est une décision définitive. Mais bien avant ça, là, chaque fois il partait, il revenait, chaque fois il partait, il revenait, là. Ça, on appelle ça décision provisoire. Allez dire à votre cour, là, de nous envoyer aujourd'hui, 21 juin 2023, là, de nous envoyer, s'ils ont oublié, là, allez leur dire que leur décision, là, c'est une décision provisoire. D'abord, la Côte d'Ivoire ne se reconnaît plus parce que la Côte d'Ivoire est quittée depuis. Mais allez leur dire de rendre définitive leur décision. Quand ils vont rendre ça définitive, là, prenez la grosse, là, et puis venez avec ça. Là, on va vous prendre au sérieux. Une cour qui s'est d'ailleurs discréditée au point où, sur une trentaine d'États africains signataires du protocole, il n'en reste aujourd'hui que 6. C'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Malawi, le Ghana, la Gambie et la Tunisie. Tous les autres 54 États ont quitté la Cour pour les mêmes causes. Elle rend des décisions politiques plutôt que judiciaires. Même la Tanzanie qui abrite le siège n'en est plus membre. Que vaut aujourd'hui cette cour et ses décisions? Quasi rien. Il faudra que Laurent Gbagbo trouve d'autres arguments. Ces mensonges ne peuvent émouvoir que les partisans, les niais et les zozos. C'est un article de l'Avenir, mais vous savez que moi j'ai une difficulté. Je ne peux jamais lire un texte exactement. Je transforme ça toujours à ma manière. Donc il y a des termes qui sont dedans. Ce n'est pas le journal qui l'a dit, c'est moi-même qui le dis. Et donc, la Cour des droits de l'homme et des peuples, là, ça se trouve où? Ça se trouve en Tanzanie. Mais Tanzanie même, là, eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Adamant, c'est quelle cour de justice, ça? Allons doucement, les frères. L'institution, le siège de la BAD se trouve en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous maintenant que le siège de la BAD qui est en Côte d'Ivoire, c'est un exemple que je prends. Hein. La Côte d'Ivoire même dit, moi je ne reconnais pas la BAD. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça pose comme problème? Ça veut dire, la Côte d'Ivoire a la BAD en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire dit, nous on ne reconnaît pas la BAD. Ça veut dire qu'il y a un problème grave avec même l'institution en question. La Cour africaine des droits de l'homme, là, son siège se trouve en Tanzanie. Mais les Tanzaniens disent, nous, on n'est pas dedans. Il y avait 30 pays qui étaient rentrés dedans. Sur les 54 pays africains. Les autres, là, ils étaient là, ils disent, on va voir ce que ça va donner. Ça a donné que dalle. Pourquoi? Parce que tous les hommes politiques, tous les criminels africains, qui ont surtout de l'argent, mais qui savent que des décisions ont été prises contre eux dans leur pays, et qui veulent se donner une certaine visibilité, ils vont payer des juges en manque d'argent et surtout en manque de prestige. Ils vont payer ces juges-là pour faire une décision contraire même aux lois des pays qui les ont condamnés. Et ils prennent ces lois-là pour dire non, la Cour africaine des droits de l'homme. Mais quand on demande la Cour africaine des droits de l'homme, là, quand on parle de l'Afrique, c'est 54 pays. Est-ce que tous les États africains reconnaissent? Ils disent, ah vrai, là, sur les 54 pays, là, c'est seulement 6. Oh. C'est seulement 6. C'est le Ghana, le Malawi, le Mali, le Malawi,
et la Gambie, et puis la Tunisie, et puis Burkina Faso, là, les 6 pays, et puis Tunisie, c'est eux seulement qui reconnaissent. Mais à la conférence des chefs d'État, là, même si vous prenez toutes les lois du monde, même si cette cour prend toutes les lois du monde, là, à la fin, là, c'est les chefs d'État qui donnent leur avis. Mais est-ce que vos lois, là, sur les 54 présidents africains, là, est-ce que 6, eux, peuvent battre les autres en termes de décision? Pas du tout. Et donc, pour finir, qu'est-ce que cette cour de justice-là faisait? Par exemple, dans le cas de Soroguium, il a eu à verser plein de sous. Et ils ont écrit une décision pour dire qu'il faut le réhabiliter. Dans le cas de Laurent Gbagbo, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, la décision qu'ils ont eu à prendre là, eux-mêmes n'ont pas été courageux d'aller jusqu'à la fin pour dire, bon voilà, c'est une décision définitive. Jusque là où je vous parle aujourd'hui. Mais quelque chose qui n'est même pas... Ceux-mêmes qui ont pris la décision à la Cour africaine des droits là, ils n'ont pas été courageux pour dire, voilà notre décision finale. Et toi, tu veux que la Côte d'Ivoire te suive dans ça. Tes partisans peuvent te suivre. Les quelques minorités, les tribalistes du PPA d'Ibé qui veulent te suivre, là, ils peuvent te suivre. Mais les hommes intelligents comprennent la vérité et on va disséquer. Et on va mettre à jour toutes les pièces pour que les uns et les autres comprennent cela. Et donc, on va terminer avec un 4e article, le monstre froid de la République. Petit 1. La devise qui le caractérise. La Côte d'Ivoire, chaleureuse et dynamique, est inspirée par 3 courants de pensée philosophiques, le silence, le travail et l'institution. L'articulation entre les 3 courants est ce que nous analysons ici, à travers un cheminement dans lequel les uns et les autres se trouvent au cœur de la gestion du pouvoir d'État de Côte d'Ivoire. Cette analyse est un état d'esprit qui tire ses fondements de l'observation d'une gestion du pouvoir opposée au dogme des croyances et de l'idéologie partisane, au champ clos et répétitif de l'histoire, mais qui aborde un concept de gestion de l'État à travers le prisme de 3 valeurs essentielles, dont le silence, le travail et l'institution constituent des objets d'un ensemble en mouvement que l'on peut qualifier de monstre froid au sens de Hobbes. Petit 2. Le cadre conceptuel. Cette école pratique du président Alassane Dramane Ouattara enseigne le silence comme la fondation d'une stratégie de gestion d'un État moderne. Une organisation qui poursuit ses intérêts de transformation et de développement de la Côte d'Ivoire avec ses sentiments imprévisibles sans toutefois se laisser distraire dans les causeries et les contradictions inutiles. Par le travail dans la discipline, le pouvoir du président Alassane Ouattara assure le développement de la Côte d'Ivoire en assumant avec courage ses choix politiques, économiques et sociaux, mais dans le même temps se sacrifie, supporte et prend plaisir à être disponible pour bâtir une nation dans un plan où la direction est plus importante que la vitesse, sans verser de larmes pour ceux qui ne peuvent pas l'aider à les essuyer. Il suscite à la fois espoir et crainte en parlant peu, et le dernier a toujours parlé. Assurons, dans l'union de ces institutions, l'organisation des règles du jeu démocratique, sans se renier d'aucune façon. Le pouvoir du docteur guide bâtisseur Alassane Ouattara garantit à sa communauté entière la stabilité perdue durant 20 ans, c'est-à-dire la gestion combinée de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié. La sécurité fait figure de synthèse de cette situation. En rendant ce sujet, bien qu'extrêmement sérieux, en un fréquent dispositif de médiation entre l'intérêt national et les intérêts des communautés dans l'union, la discipline et le travail.
Petit 3. Une force de gestion impassible. Le silence, le travail et l'institution s'incrustent bien dans la devise ivoirienne comme règle d'action de l'État de Côte d'Ivoire, conformément à la définition de notre cadre théorique. Ces pratiques, ces dispositifs de sécurité, ces normes de fonctionnement dans la conduite des citoyens confirment la stratégie du monstre froid à l'image de ses dirigeants au visage impassible pour lequel seul compte la raison d'État et l'intérêt national. Retenez bien ces deux mots-là, je vais vous expliquer un peu après. Raison d'État et l'intérêt national, je vais vous expliquer un peu après. Les calculs et les tactiques qui permettent de gouverner de cette façon procèdent d'une méthode qui reconsidère les relations du pouvoir avec le peuple et les groupements politiques dans lesquels la liberté est au cœur de la démocratie, mais sous réserve que les citoyens ajustent et adaptent leurs relations à la réalité des lois et des mesures. Petit 4. Le paradoxe du monstre froid incompris par un récalé. Malheureusement, le temps passé en prison ou en exil, qui devrait servir d'accessoire pour appeler à la paix pour certains, est un argument de défiance au monstre froid, que l'on peut qualifier successivement d'aimant et dévorant, de bienveillant et d'insensible, de juste et d'intransigeant, de pardonneur et d'impitoyable. Cette défiance n'est-elle pas la mauvaise attitude pour interpeller à une réintégration dans un jeu où on est hors jeu par la loi en provoquant le monstre froid qui a le dernier mot? Cette démarche de défiance est pauvre d'imagination. C'est peut-être un motif de condamnation supplémentaire du récalé dans la boîte close. Par le récalé, entendez Laurent Gbagbo. Petit 5 en conclusion. Le monstre froid auquel nous faisons allusion au sens de Thomas Hobbes est une description de la gestion du pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire qui oriente l'ensemble du peuple, l'État étant le représentant de ses volontés individuelles. Il leur est lié par un contrat social fondé sur la souveraineté de la loi édictée en vue de l'intérêt général et non pour protéger des noms. C'est pourquoi son courant de pensée philosophique basé sur le silence, le travail et l'institution ne peuvent pas accepter le désordre, ni l'outrecuidance que le symbolisme du nom peut échapper à la loi. Le croire, c'est avoir de l'amour pour la banalisation des lois, mais l'État est le monstre froid qui veille à préserver ce qui lui est cher et bon pour la Côte d'Ivoire. C'est un article de notre père Kalilou Koulibaly, doctorant, EDBA, ingénieur MBA d'ISS in Business Administration au Canada. Mesdames et messieurs, voyez-vous, ça va choquer beaucoup de personnes. Mais lorsqu'on décide de faire de la politique, ça s'apprend. La politique, ce n'est pas du théâtre improvisé. Vous voyez les idéologies politiques dont on parle, je suis social-démocrate, je suis de gauche, je suis de droite, je suis ceci. En fait, là, c'est de la même manière. C'est comme si tu croyais en une religion. Donc, quand ah non, moi, je suis démocratie républicaine. Tu as parlé. Mais est-ce que toi-même, là, tu crois à la valeur philosophique? Est-ce que tu crois en ça comme de la manière on croit en une religion? Aujourd'hui, là, le gouvernement qui est là aujourd'hui, le gouvernement d'Alassane Ouattara, là, eux, ils ont quelle obédience politique? Ce sont des libéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eux, ils croient en l'homme comme le centre de la production. Eux, ils croient en la liberté. Eux, c'est pourquoi on les appelle les libéraux. Ils sont ouverts parce qu'ils croient à la loi du marché, où chaque individu, selon les capacités qu'il a,
doit être capable de se donner la place qu'il mérite. Les libéraux croient à la société de la concurrence. Si vous avez bien compris ça. Et donc, il ne peut pas agir comme les socialistes qui disent qu'il faut prendre pour donner. Ils disent dans un tel état de conscience, le régime de Alassane Ouattara là, c'est que beaucoup ne vérifient pas et ne comprennent pas. Vous voyez que les gens ne parlent pas beaucoup. Mais vous voyez qu'ils travaillent beaucoup. Et vous voyez que les institutions sont stables. C'est ce que je vous avais expliqué avant-hier. J'ai dit que la politique là, si tu prends quelqu'un, on dit, ah, lui là, il est bon, lui là, il est bien haut, il respecte tout le monde, il donne l'argent à tout le monde. Tout ça là, ce sont des valeurs morales. C'est bien en tant qu'humain pour des valeurs humaines. Mais la vraie politique là, s'en fout de ça. Écoutez très bien ce que je vous dis. Hein. Le vrai politicien qui est au cœur de l'action là, il s'en fout de ça. La seule chose qui l'intéresse là, est-ce qu'il a été efficace pour répondre aux besoins de son peuple, pour répondre aux nécessités de son époque. Voilà comment un vrai politicien pense, quelle que soit son idéologie. Est-ce que ma politique là, ça va apporter le bien? Parce qu'en réalité, ce qu'il ne faut pas oublier, derrière la politique et derrière le politicien là, le politicien préfère faire plaisir au peuple que de faire plaisir à un individu. Parce que quand tu as le soutien du peuple là, le peuple, lui, ne réfléchit pas beaucoup. Or, c'est de ça que le politicien a besoin. Or, pour avoir ce soutien-là, il faut donc privilégier l'intérêt de l'État. Et quand il privilégie l'intérêt de l'État, c'est qui? C'est l'ensemble des populations. C'est l'ensemble, c'est le groupe. Et donc, pour arriver à cela, l'État, c'est-à-dire le gouvernant, doit se comporter comme un léviathan, comme un monstre des mers, pour frapper quand il faut frapper, mais aussi se montrer doux comme la colombe quand il le faut. Et c'est pourquoi beaucoup ne comprendront pas, comme Laurent Gbagbo, qui aurait voulu qu'on utilise aujourd'hui le bavardage comme lui l'a fait. Non, le gouvernement du président Ouattara fonctionne avec une valeur philosophique qui dit que l'homme qui se respecte parle peu mais agit. Et c'est pourquoi vous voyez, ce gouvernement parle peu, silencieux je dirais, mais il travaille beaucoup. Mais dans le même temps, comme je le disais, ils ont des institutions qui savent incarner le respect. Et c'est là que vous voyez la puissance du Léviathan. Qui vient, qui dit, quand il dit je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas d'accord. Quand il dit je suis d'accord, comme éclaireur qui se plaint, on a augmenté le prix de courant, le gouvernement dit je ne vais pas diminuer. Je ne vais pas diminuer. Éclaireur dit bon j'ai compris, allons-y. De la même manière, le même gouvernement dit Laurent, on t'a éliminé, ton nom là, tu as été un brigand, on a enlevé ton nom là. Nous on ne va pas remettre. Voilà, c'est ça qu'on appelle des institutions fortes. Tout le monde ne peut pas être heureux, mais tout le monde aussi ne peut pas être mécontent. Parce que le Léviathan se met là comme la mesure pour décider. Et donc, on ne peut pas s'amuser à banaliser les lois comme si on était sous une république bananière à la Laurent Gbagbo pour dire, moi, comme moi, je ne suis pas content là, lavez-moi seul mon nom et puis laissez pour les autres là. Hey, tu n'es pas seul dans cette même condition là. Les autres aussi qui sont dedans là. Si toi tu veux laver ton nom là, on va laver pour eux aussi. Et comme on ne veut pas prendre la responsabilité historique, personne n'a obligé l'État de Côte d'Ivoire à te juger. L'État de Côte d'Ivoire sait que, en acceptant que les bases de la BCEAO soient sur son territoire, chaque pays qui a les institutions de la BCEAO sur son territoire là, est responsable de sécuriser ces banques là sur son territoire. Et donc l'État s'est senti responsable du fait que le braqueur Laurent Gbagbo et sa bande de brigands sont allés vandaliser la BCEAO et a dit, nous on ne va pas accepter de voir un tel mauvais exemple. Si toi Laurent Gbagbo, tu as laissé les Soroguiomewo braquer la BCEAO là, Alassane Ouattara dit, lui n'est pas comme toi, lui il est un monstre froid. Quand il t'est mort là, il sait pourquoi il t'a mordu, mais il va prendre la partie qu'il veut prendre. Il ne te laisse pas partir et tu ne vas pas raconter ça ailleurs. C'est ça la vraie Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas beaucoup qu'il n'est pas efficace. Et c'est là que je vous parlais de l'efficacité en politique. Tout ce qu'on demande à un homme politique là, de la même manière qu'on demande à un enfant, sois obéissant à tes parents et travaille pour construire ta vie là. La première responsabilité d'un homme politique,
c'est d'être efficace. Efficace parce que c'est la seule chose qui compte à la fin de la journée. C'est la seule chose sur laquelle le peuple va te juger. Est-ce que tu as été un bon dirigeant? Et pour être un bon dirigeant, il faut quelqu'un qui soit efficace. C'est là que j'allais vous raconter pour finir l'histoire de Gorgias, César Gorgias. Vous savez, l'Italie de l'époque, il y avait beaucoup de désordre. Et César Gorgias va venir. Et il y avait les brigands comme les Laurent Gbagbo, les violeurs, les braqueurs, et tout ce que vous connaissez. Et comme c'était plusieurs petits États, César Gorgias va nommer quelqu'un comme son premier ministre. Et il va dire à cette personne-là, sachant bien que c'est quelqu'un qui est brut, c'est quelqu'un qui est violent, il va lui dire, il faut mater violemment toutes sortes de crimes, sans état d'âme. Mais quand il demande à un prédateur d'exercer ses pulsions prédatrices sur un herbivore, mais tu ne lui demandes rien de nouveau. Mais le Premier ministre, la façon il a maté les criminels de l'Italie, façon il a tué, façon... non, toute forme. Mais j'ai dit, pays là, même criminel même avait peur. Pour finir, le peuple même s'est levé, le peuple dit vraiment, on voulait la paix, on voulait la sécurité, mais là où ça va là, c'est devenu, ça nous dépasse. Parce que là, ça là, hey, c'est pas bon. Et donc, le peuple qui s'est levé, le peuple dit, là où c'est arrivé là, vraiment justice qu'on voulait là, sécurisation qu'on voulait, on a atteint. Mais là où ça va aujourd'hui là, ça commence à nous faire peur. Là maintenant, qu'est-ce que César Gorgias devrait faire? Le peuple s'est réveillé, le peuple dit non, on ne peut plus accepter. Est-ce qu'il fallait sacrifier sa tête lui-même pour dire j'assume? Ou bien qui est-ce qu'il fallait sacrifier? César Gorgias, comme je vous l'ai dit, on ne vous explique pas tout. Quand on parle du monstre froid, c'est une expression qui vient de Thomas Hobbes. Il va sacrifier ce premier ministre-là. C'est ça l'homme politique. On parle, on dit beaucoup de trucs, ça c'est pas bien. Quand tu es dans la politique, on ne parle pas du bien et du mal. On parle de ce qui est nécessaire pour l'État. Et donc on parle de ce qui est bon pour l'État et de ce qui est mauvais pour l'État. On ne parle pas du bien. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va dire aux populations, voyez-vous, effectivement, je reconnais, c'est moi qui ai pris ce premier ministre-là pour le nommer. Mais je n'étais pas comptable de ses excès. Et vous savez ce qu'on lui a fait? On lui a mis en public, on lui a coupé la tête. Mais l'avantage dans cette histoire, c'est que César Gorgias a pu mettre fin au banditisme et au désordre sur son territoire. Il a su sacrifier au bon moment celui dont il n'avait plus besoin. Et en même temps, il a protégé son pouvoir. Parce que seul lui-même ne pouvait pas lutter contre les bandits. Et s'il ne luttait pas contre les bandits, le peuple se serait réveillé contre lui. Et donc, il a trouvé le mécanisme qu'il faut. Et donc, quand on a un pouvoir qui est responsable, qui a des institutions fortes là, on ne s'amuse pas avec. Vous venez dire, je vais laver mon nom. Ça s'appelle simplement de l'impolitesse et du désordre mental. J'assume mes mots. Hein. C'est lever comme ça dans un pays où les institutions sont là. Dire non, 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 moi je viens pour laver mon nom là. Ça s'appelle de l'impolitesse et du désordre mental. Symbolisé et caractérisé par une aptitude vulgaire à ne point respecter les lois. C'est ce que c'est. Et donc, celui qui dit ça est un homme banal là. Il faut être un homme banal pour parler comme ça. Parce que c'est dans un état sans loi, sans structure, qu'on peut parler comme ça et puis s'attendre à quelque chose. Mais comme on n'est pas dans un état banal, on n'est pas dans un état de désordre, comme on a pu le voir de par le passé, le Léviathan va faire sortir sa force et se faire respecter. Et ça s'appelle l'État. Et donc le gouvernement actuel et l'ensemble aussi des populations qui suivent cette logique-là.